Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver avec une question très importante, évidemment, qu'on se pose depuis déjà des mois. Alors il y a quelques mois, on avait encore des doutes, mais là ça y est, c'est fait. Nous savons déjà qui sont les gagnants et les perdants de cette crise pandémique, qui va bien sûr malheureusement continuer, encore ce n'est pas complètement terminé, mais on sait déjà que la grande gagnante, c'est de là d'où tout a commencé, c'est-à-dire l'économie chinoise, qui aujourd'hui, on va le voir dans quelques minutes, est une économie qui est florissante, malgré cette pandémie, c'est assez incroyable. Et puis malheureusement, les perdants, là aussi, eh bien ça reste l'économie française, et c'est pas du French bashing de dire ça, c'est simplement une réalité économique. Il faut arrêter le déni de réalité, il faut dire la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi cette chaîne YouTube marche si bien, et je vous en remercie d'ailleurs, puisqu'effectivement, on se doit de dire la vérité. Il faut rester optimiste, bien sûr, mais aussi réaliste, qui nous permettra justement de mieux affronter l'avenir. Donc on va voir tout de suite dans le détail, avec des graphiques, en toute transparence, comment ça se passe. Eh bien, on a, vous savez, comme chaque début de mois, les enquêtes des directeurs d'achat qui nous disent donc, en fonction des carnets de commandes, où va aller l'activité au cours des prochains mois. Et donc là, voilà, on a l'économie chinoise ici, c'est assez incroyable. On a donc là, on voit la courbe bleue, c'est le glissement annuel du PIB chinois, donc l'effondrement du premier trimestre, on s'en souvient, ensuite le redémarrage au deuxième et au troisième trimestre, on a retrouvé le chemin de la croissance, et ici vous avez donc les enquêtes des directeurs d'achat, donc en rouge c'est dans l'industrie, en vert dans les services, et regardez, ça flambe encore en novembre, on est quasiment sur des sommets historiques, donc je vous rappelle qu'il y a l'N-bar à 50, en deçà c'est le recul de l'activité, au-dessus c'est la croissance, et là c'est une croissance très très forte. Regardez ce chiffre incroyable, et oui, vous ne rêvez pas, on pourrait atteindre autour des 9% de croissance en Chine d'ici le début 2021. C'est quand même assez incroyable, parce que tout vient évidemment de Chine, et on n'a rien compris, on n'a pas imposé des normes sanitaires, des normes démocratiques, des normes sociales, rien, non, on continue comme si rien ne s'était passé. Et donc regardez ce chiffre encore plus fou, et bien au mois de novembre 2020, la Chine a généré un excédent commercial record, du jamais vu dans l'histoire chinoise. Regardez bien, 75,1 milliards de dollars d'excédent commercial sur un seul mois. Donc vous voyez, c'est là, ici les bâtonnets rouges, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Alors la courbe bleue, c'est le cumul donc, des excédents commerciaux donc, sur 12 mois, sur un an, et là on est revenu vers 550 milliards de dollars sur 12 mois. Vous voyez qu'ici on était sur le niveau 350, au plus fort de la pandémie, même en 2019, et puis globalement, alors on n'a pas encore retrouvé les sommets de 2016, mais néanmoins on reste sur des niveaux extrêmement dynamiques d'excédent commercial. Pourquoi? Parce que les Chinois exportent, même ils exportent énormément. Voilà, c'est là où encore une fois, on n'a rien compris. On continue d'acheter chinois encore plus qu'avant. Alors évidemment parce que les produits chinois sont moins chers, c'est sûr, puis leur qualité est en train également d'augmenter. Puis comme nous, on n'impose pas de normes, de règles, et on continue comme si rien ne s'était passé en 2020. Donc le reset positif n'a pas eu lieu, c'est un reset négatif. C'est-à-dire c'est pire qu'avant, effectivement. Et donc regardez bien, cette dynamique, là la courbe verte, ce sont les exportations, le glissement annuel des exportations. Voilà, au mois de novembre, 21% d'augmentation annuelle. Pour un mois de novembre, c'est du jamais vu, jamais. Alors généralement, on a des flambées en début d'année, mais là, c'est effectivement donc du jamais vu. Les importations restent aussi en croissance, donc ça montre qu'il y a une dynamique intérieure, parce que c'est ça le pire, c'est que les Chinois ont bien sûr une dynamique extérieure très forte, ils profitent, je dirais, de cette croissance forte grâce au reste du monde, mais ils ont également une dynamique interne. Et voilà, et c'est là, encore une fois, on n'a rien compris. Regardez, là, vous avez la production industrielle, donc c'est la courbe bleue, le glissement annuel, on est revenu sur des niveaux d'avant-crise quasiment, autour des 7% de croissance. Et la courbe rouge, ce sont les ventes au détail, donc en gros la consommation des ménages. Vous voyez, alors c'est pas les niveaux d'avant-crise, mais tout de même on est à peu près à entre 4 et 5%. C'est sur le mois d'octobre, au mois de novembre ça sera encore mieux. Donc voilà, la Chine évidemment a déjà digéré complètement la crise, mais surtout elle en sort grandie. Elle en sort avec une dynamique plus forte en termes de croissance. Et donc, cette puissance économique lui a conféré une puissance également financière, a renforcé sa puissance financière. Comment on le voit? Au travers de ce graphique incroyable. Là, vous avez les réserves de change de la Chine en milliards de dollars. Une seule courbe. Alors, on se souvient que en 2014, à peu près, on avait atteint un sommet de 4000 milliards de dollars de réserves de change. Tout allait bien. Ensuite, il y a eu la crise de 2015 et la Chine donc, a utilisé ces réserves de change pour relancer la machine. Donc, ce qui fait que la Chine n'a pas connu de crise en 2015-2016. Et depuis, regardez, alors évidemment, en 2020, on pensait que ça allait baisser. Pas du tout. Les réserves de change continuent d'augmenter parce que justement, les réserves de change, c'est généralement le cumul des excédents commerciaux. Et donc, comme les excédents commerciaux augmentent, voilà, au mois de novembre, on est sur un niveau de 3178 milliards de réserves de dollars, bien sûr, de réserves de change. Donc, à peu près l'équivalent du PIB allemand en stock à la Banque centrale chinoise. Donc, pourquoi c'est dangereux? Parce que ça confère justement à la Chine une marge de manœuvre, un trésor de guerre. Ça veut dire que si jamais demain une nouvelle crise arrive, la Chine pourra puiser dedans
pour relancer la machine. C'est ça qui est dramatique. Nous, on n'a pas du tout, évidemment, ce trésor de guerre, ces réserves pour le futur. Et alors, conséquence de cela, évidemment, le yuan, la devise chinoise, est euphorique. Alors, on sait qu'il y a le contrôle d'échange en Chine, mais justement, les Chinois vont tellement bien qu'ils peuvent se permettre d'apprécier leur devise. Regardez, c'est incroyable. Donc là, vous avez le yuan dollar, parce que vous savez qu'il y a un lien uniquement entre le yuan et le dollar, parce qu'il y a évidemment un contrôle d'échange. Donc le yuan uniquement il contrôle le dollar. Après, on peut l'obtenir en euros, mais il faut passer par le dollar. Je ne rentre pas dans les détails, mais néanmoins, on voit ici que, vous voyez, on était pendant la pandémie sur un niveau à peu près de 7,2 yuan pour un dollar, donc le yuan avait bien baissé, puis là, regardez, ça repart à la hausse, on est sur un niveau de 6,50 yuan pour un dollar, donc tout ça fait que, évidemment, les Chinois sont euphoriques, et ils ont de quoi l'être, puisque déjà en 2020, ils n'auront pas de récession, c'est le seul pays au monde, il y aura une croissance autour des 2%, ce qui est déjà pas mal vu les circonstances, et puis ils vont redémarrer sur 8-9% pour 2021, et nous, on verra tout à l'heure qu'on sera très très loin, évidemment, de tout ça, donc encore une fois, c'est le drame, c'est-à-dire que nos amis, entre guillemets, chinois, sont plus forts qu'avant la pandémie. Alors, je ne suis pas un partisan de la théorie du complot, bien sûr, mais tout de même, il faut se poser des questions. On avait ici les moyens de stopper l'hégémonie chinoise, mais pas du tout, c'est plus fort qu'avant. La Chine qui est déjà à près de 20% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, donc c'est la première puissance économique mondiale, et donc ça va le rester, ça va même être encore plus massif au cours des prochaines années, surtout qu'avec si Biden l'emporte, il va laisser la Chine continuer, évidemment, de faire son petit bonhomme de chemin. Donc la première locomotive chinoise va donc continuer, donc c'est la première locomotive mondiale, ça restera la Chine, elle va continuer sur son bonhomme de chemin. Deuxième locomotive, et là aussi, c'est une bonne surprise pour eux, l'Inde qui avait beaucoup souffert pendant la pandémie, du moins surtout le confinement, alors ils n'en ont fait qu'un, ils n'ont pas fait de reconfinement, donc on le voit ici, indicateur avancé, en vert dans les services, en rouge dans l'industrie, c'est un petit peu baissé au mois de novembre, mais vous voyez, on est largement au-dessus de la barre des 50, donc on reste sur une croissance soutenue, donc l'Inde, avec la Chine, va elle aussi connaître une croissance forte, enfin pas aussi forte qu'en Chine, on sera autour des 4 à 5% de croissance, mais néanmoins elle redémarre, donc là on voit bien que le monde émergent, on craignait beaucoup pour lui, le monde émergent finalement réussit à bien digérer cette crise, malheureusement c'est pas forcément notre cas, alors il n'y a qu'un seul pays développé on va dire qui s'en sort bien, ce sont les États-Unis, encore eux, et oui, donc malgré le cafouillage électoral, malgré la recrudescence de la pandémie, on le voit ici, donc là on voit le PIB américain en bleu, donc la récession, qui avait seulement fait moins 9% au plus dur de la récession, là on est sur un glissement annuel du PIB à moins 3%, et regardez, indicateur avancé, du mois de novembre, on est quasiment là aussi sur des sommets historiques, dans l'industrie, dans les services, vous voyez, un niveau normal à 50, je la mets à 56, 58, ce qui veut dire qu'on va pouvoir retrouver une croissance américaine autour des 2% d'ici le début 2021. Donc c'est pas l'euphorie, bien sûr, c'est pas la Chine, mais néanmoins, on a une croissance qui est forte aux États-Unis, et on voit le taux de chômage qui baisse, qui va continuer de baisser, bien entendu, et donc voilà, la première locomotive, la Chine, deuxième, Inde, troisième, États-Unis, donc on reste dans ce trio de tête, et puis malheureusement, si on regarde maintenant les perdants, eh bien ce sont les pays de la zone euro, il faut être honnête, et donc là on voit l'ensemble de la zone euro en moyenne annuelle, alors on retrouve là ici ce qu'on appelle l'indicateur des directeurs d'achat, donc composite, c'est-à-dire tout secteur d'activité, c'est la courbe rouge, là c'est le PIB de la zone euro, donc on voit l'effondrement, vous vous souvenez, moins 15% au deuxième trimestre, ça a redémarré, mais on est toujours en glissement annuel négatif au troisième trimestre, et là vous voyez la courbe rouge, on est repassé sous les 50, on va rester dans le négatif, on va rester en récession malheureusement au quatrième trimestre 2020, et donc avec une année 2021 qui va commencer timidement. Alors on espère que évidemment le vaccin va fonctionner et que globalement on va pouvoir sortir de ces confinements, reconfinements, etc. Mais ça reste quand même extrêmement douloureux. Alors quand on regarde le détail de la zone euro, il y a les pays qui s'en sortent, là aussi il y a les gagnants et les perdants. Alors pour l'instant c'est l'Allemagne bien sûr qui s'en sort, grâce à son industrie, parce que l'Allemagne profite justement du redémarrage de la Chine, de l'Inde, du monde émergent, des États-Unis. Donc vous voyez, le niveau dans l'industrie, bon, c'est un petit peu baissé, mais on est quand même très très élevé, 57,8 au mois de novembre. Après, bon, il y a les Pays-Bas, la zone euro en moyenne qui s'en sort dans l'industrie, grâce bien sûr à l'Allemagne. Par contre, si on regarde le détail, voilà, le trio perdant, on a l'Espagne, donc on est sous les 50, la France ensuite, et la Grèce. On est à la veille d'une nouvelle crise grecque, malheureusement. Comme on le sait qu'évidemment il n'y a pas de croissance, la dette publique est déjà énorme, va bientôt dépasser les 200% du PIB, et ça sera évidemment douloureux à digérer. Est-ce qu'on aura les moyens de digérer pour nous? Ça ne va pas être évident. Maintenant, si on regarde du côté des services,
Alors là, évidemment, on va avoir des mauvaises nouvelles pour nous, les Français. Voyons, voilà, l'Allemagne aussi, bien sûr, elle est toujours en récession. Vous voyez qu'il n'y a que du rouge partout. Là, c'est sur le mois de novembre. La zone euro, 41,7. Je rappelle, le niveau normal, c'est 50. Et dernier, finalement, la France, 38,8. Donc l'activité dans les services, ça c'est un coup du reconfinement, évidemment. On a complètement plongé au mois de novembre. Alors au mois de décembre, on espère que ça redémarre un petit peu, même si le déconfinement est très limité. On espère qu'on va pouvoir le poursuivre, c'est même pas sûr. Mais néanmoins, on voit que nos services sont en train de s'effondrer. Ce qui fait que si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, donc les indicateurs qu'on appelle donc composites, il y a l'Allemagne qui s'en sort encore un petit peu, mais tous les autres pays de la zone euro sont sous la barre des 50. Et là aussi, bon dernier, malheureusement, la France, et donc qui perd sur tous les tableaux. C'est-à-dire, on a perdu sur le front sanitaire, on a perdu sur le front économique, sur le front de la dette publique, parce que tout ça, évidemment, on a vu que la dette publique est déjà énorme, et elle va continuer d'augmenter. Pareil sur le chômage, qui va bientôt atteindre 10 à 11%. Donc là aussi, malgré toutes les aides. Donc s'il n'y avait pas toutes les aides, ça serait évidemment encore pire. Et également, d'un point de vue de la crédibilité, puisque tout ça fait que nous payons toutes les erreurs des années passées, où justement on n'a pas modernisé notre économie. Et donc ce qui fait que la France est bonne dernière au niveau de la zone euro. Et malheureusement, comme la zone euro est bonne dernière du monde, la France est aussi bonne dernière de la planète. Là, je vous ai fait pour terminer les indicateurs donc des directeurs d'achat composites, donc tout secteur d'activité pour donc les principaux pays de la planète. Donc on voit là aussi les gagnants. Donc les gagnants c'est en vert. Vous voyez, on est États-Unis, Chine, Inde, le trio de tête. On est largement au-dessus de la barre des 50. Le Brésil également, ça baisse un petit peu, mais ils s'en sortent bien toujours au-dessus des 50. Ce qui fait que au niveau mondial, il faut savoir que l'indicateur composite des directeurs d'achat, donc une sorte d'indicateur avancé de la croissance mondiale, oui, ça y est, on est sorti de la récession. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour l'ensemble de la planète, mais c'est essentiellement grâce aux pays émergents, plus les États-Unis. Alors l'Allemagne, c'est une sorte de pays charnière, pour l'instant, grâce à son industrie. Et là, on se rend compte combien on a fait quelle erreur nous avons fait, nous les Français, d'avoir sacrifié notre industrie. Les Allemands en profitent aujourd'hui justement pour rester à croiser des chemins finalement. Ils ne sont pas en récession, ils ne sont pas en croissance forte, mais ils résistent néanmoins grâce à leur industrie. Et puis ensuite, tout s'effondre, le Royaume-Uni, le Japon et bien sûr la zone euro. Et donc bonne dernière, malheureusement, la France. Donc voilà pourquoi, encore une fois, cette crise ne fait que révéler nos carences, nos faiblesses du passé. Donc voilà pourquoi je n'ai pas arrêté de dire depuis des années qu'il fallait moderniser notre économie, réduire la dette publique, assainir les finances publiques, avoir des dépenses publiques plus efficaces, parce qu'il en faut, mais qui soient plus efficaces. Et tout ça, on ne l'a pas fait. On est l'un des rares pays au monde qui n'a pas modernisé ses structures économiques, et nous le payons effectivement aujourd'hui. Donc le problème, c'est que pour l'instant, malgré la hausse de la dette publique, quand les taux d'intérêt sont bas, on s'en sort encore, mais qu'en 2021, là aussi, on va avoir un boulet de la dette, avec des taux d'intérêt certainement sur la dette publique qui vont un petit peu augmenter en 2021. Et donc à partir de là, on ne pourra pas avoir une reprise très forte non plus pour 2021. Donc voilà pourquoi nous payons encore une fois les erreurs passées. Donc espérons qu'on aura enfin bientôt des dirigeants qui sauront moderniser notre économie et nous permettre de traverser les crises beaucoup mieux que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.